Il y a 20 ans, j'ai découvert le Hatha Yoga et j'en ai fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'avais arrêté en 2020-2021 lorsque j'ai rencontré le paddle yoga avec Virginie Despnous à Marseille et ça a complètement renouvelé ma pratique du yoga. Faire du yoga sur un paddle, c'est se détendre en profondeur et en apesanteur, c'est renouer en douceur avec sa souplesse et tout ça en profitant de la mer et du soleil. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que le festival de paddle yoga a lieu à Marseille le samedi 18 mai 2024 pour la 2e année consécutive. Ce sera de 9h30 jusqu'à 21h30, plage de l'Équinoxe à l'Escale Borilly. Et la nouveauté cette année, c'est 2 paddles adaptés pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil. Ce festival de paddle yoga, c'est un événement terre et mer unique en France. Il y aura à la fois, donc vous l'avez compris, du yoga sur paddle, mais aussi du fitness et du pilates sur paddle, différents cours de yoga sur la plage, et également des massages, des ateliers, des conférences sur les thèmes du bien-être et du sport. Pour vous inscrire, le lien est dans la description du podcast, et vous pouvez retrouver tout le programme du festival sur ses réseaux sociaux, sup.yogafestival. Rendez-vous le 18 mai, plage de l'Équinoxe à Marseille, et sans plus attendre, voici l'interview de Marie-Odile Riffard sur son livre « Expérience de conscience élargie ». Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique sans frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. Qui suis-je ? Qui parle quand je dis « je » ? Le « je » n'est-il qu'un jeu ? C'est la question que l'on peut se poser à la lecture des 9 témoignages du livre « Expérience de conscience élargie » de Marie-Odile Riffard. Un moi que nous croyons être nous et qui endosse très sérieusement son costume d'homme ou de femme, de tel âge, de telle profession, né à tel endroit, qui habite à tel autre endroit. Et pourtant, il suffit d'une expérience de grâce spontanée, une expérience de mort imminente, une séance d'hypnose de régression, la prise d'une substance psychédélique ou une sortie hors de son corps, pour se rendre compte que ce moi identifié à qui nous croyons être est beaucoup plus vaste, et que le rôle que nous tenons dans cette vie n'est qu'une infime partie de qui nous sommes. Dans ces différents témoignages, Marie-Odile Riffard donne la parole à ceux qui, pour des raisons diverses, expérimentent une grande diversité de ces états dits élargis. Alors bonjour Marie-Odile. Bonjour Mélanie. Marie-Odile, vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous êtes également l'auteur avec le docteur Olivier Chambon de plusieurs livres sur la conscience, 8 raisons de croire en l'existence de la vie après la mort, la conscience immortelle et la vie après la mort, si je ne me trompe. Ouais, c'est bien ça. Et vous êtes également l'auteur du livre Expérience de conscience élargie, donc un livre de 9 témoignages sur les états de conscience élargie, qui est sorti fin août 2023, qui regroupe 9 témoignages extraordinaires sur des états non ordinaires de la conscience. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez définir pour nos auditeurs qui ne seraient pas spécialistes de cela, ce qu'on appelle un état de conscience élargie ? Notre état de conscience habituel, celui dans lequel on est là actuellement, c'est un état de conscience modifié ou réduit. Souvent d'ailleurs, quand on parle d'expérience de conscience élargie, il y a des personnes qui vont parler d'état de conscience modifié. Notre état de conscience habituel, c'est un état de conscience plutôt réduit. Alors, je vais vraiment parler à partir de ma perception, à partir de ma compréhension des choses. C'est pas une vérité absolue, c'est pas une vérité scientifiquement prouvée, etc. Mais on est dans un paradigme un peu différent
l'approche scientifique habituelle, hein, qui est une approche scientifique plutôt matérialiste. Et là, on va plutôt parler à partir d'un paradigme scientifique qu'on appelle post-matérialiste, où en fait, on comprend que la conscience serait première et c'est notre cerveau qui capterait cette conscience et c'est pas l'inverse. La matière serait un état de la conscience parmi d'autres états. Donc la conscience élargie, en fait, on pourrait se dire que on est dans un état de conscience plutôt réduit dans notre état quotidien, voilà, d'être. Et puis on va par différentes possibilités entrer dans un état de conscience qui va être plus grand. C'est-à-dire que certaines techniques ou certaines façons d'entrer en transe, voilà, certaines pratiques, et puis aussi certaines expériences, certains phénomènes particuliers vont mettre les personnes dans un état où leur petite conscience, on va dire, leur état de conscience réduit, va être mis en veille. En fait, c'est tout ce qui est notre état de conscience habituel, c'est notre mental. C'est surtout, on fonctionne surtout au niveau du mental, aussi au niveau émotionnel bien sûr, mais ce mental va se mettre en veille et puis du coup va arriver quelque chose où on va se rendre compte qu'en fait on vit quand même, on existe encore, même s'il y a plus vraiment notre conscience habituelle et on peut percevoir des choses différentes, des réalités différentes, des états de ressentis différents, mais des ressentis qui sont pas forcément corporels d'ailleurs et qui sont beaucoup plus larges et avec beaucoup plus d'informations que lorsqu'on est dans notre état habituel, où on est plutôt dans un mode presque hypnotique avec des informations beaucoup plus réduites, beaucoup moins riches, avec lesquelles en fait on tourne un peu en rond dans notre mental habituel, quoi. Donc il y a différentes façons d'entrer en conscience, en état de conscience élargi. Est-ce qu'on pourrait dire que les états de conscience élargie, c'est des états qui nous permettent d'aller au-delà de ce qu'on ressent être notre moi? Identifié à: «Je suis une femme, j'ai, 40 ans, j'habite à tel endroit, je fais tel métier» et cetera? Ouais, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que l'état de conscience élargi, quand on dit élargi, ça veut dire que on ne perd pas non plus notre état de conscience, dans lequel on est habituel, mais ça dépend, hein, ça dépend de la richesse et de la profondeur, de l'intensité de l'expérience, hein. Mais, parce qu'on pourrait dire qu'il y a comme des strates aussi, hein, dans lesquelles on peut aller en état de conscience élargi, comme d'une strate, c'est un peu comme si on va imager avec l'image d'un entonnoir. Nous, en fait, notre état habituel ici, c'est tout en bas de l'entonnoir, d'accord? La petite pointe de l'entonnoir. Et puis, plus on va monter dans l'entonnoir en s'élargissant, plus en fait on va ressentir, on va être en état de conscience élargi. Plus on monte, plus il y a de conscience en fait. Hein, donc on pourrait vraiment imaginer qu'il y ait des strates et puis en haut de l'entonnoir, tout en haut, c'est la conscience unitive, la conscience première. Et puis plus on va descendre, plus cette conscience se réduit et plus il y a de limites et plus notre conscience devient ouais, limitée, réduite, et donc avec moins d'informations, plus étanche. On va vivre des expériences particulières liées à la matière, liées à l'incarnation, liées à l'humain pour nous. Et plus on va monter, ben plus en fait il y aura taux de conscience, on pourrait dire ça, hein, le taux de limitation et puis le taux de conscience. Et plus on va monter, ouvrir en conscience, et plus en fait on aura d'informations autres que celles liées en effet à notre petit moi réduit. Mais c'est vrai que l'état habituel dans lequel on s'identifie totalement, ce qui fait partie de l'expérience d'ailleurs, hein, c'est quand même mieux de s'identifier vraiment à cet état-là, parce que c'est ce qui nous permet de faire notre expérience de vie de façon parfaite. Donc justement, avec les personnes que vous avez interviewées, vous avez, regroupé justement une grande diversité de pratiques ou de techniques qui permettent d'accéder à ces états de conscience différents. Donc il y a notamment, une expérience de mort imminente, la transcommunication hypnotique, une expérience de grâce spontanée, le chamanisme, l'hypnose de régression, les sorties hors corps, la kundalini, la médiumnité et les expériences psychédéliques. C'est simplement pour, donner aux auditeurs un aperçu de la diversité des techniques qui permettent d'atteindre ces états de conscience. Mais d'après vous, est-ce que tout le monde peut vivre ce type d'expérience? Déjà dans tous les témoignages, notamment l'EMI,
on va peut-être pas souhaiter à chacun d'être dans un état proche de la mort pour vivre une expérience comme ça. Là, il se trouve que dans ces conditions-là, ces phénomènes d'EMI, donc d'expérience de mort imminente, après je sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est, mais Oui, est-ce c'est qu'on peut le rappeler brièvement? oui, on va le dire, rapidement, mais je pense que vous pouvez vraiment vous renseigner facilement, il y a énormément maintenant de littérature, de vidéos, là-dessus, de témoignages. Donc c'est un phénomène en fait, d'une expérience très particulière vécue au moment où quelqu'un est dans un état, de mort clinique, après un accident, ayant eu un accident ou aussi à un moment où ce qu'on appelle une fear death experience, c'est-à-dire qui a vraiment très peur de mourir parce qu'il pense que son moment est venu. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'escalade et qui fait une chute, immense et pas forcément, en état de mort clinique, mais il peut faire une expérience de mort imminente. Et donc, c'est au moment où le cerveau, l'électroencéphalogramme pratiquement plat ou plat, et donc en fait, au bout d'un certain temps, on déclare qu'il y a une mort clinique. Et ces personnes, à ce moment-là, elles ont pu vivre une conscience bien plus accrue et lucide que dans leur état normal. Elles se retrouvent hors de leur corps physique. Elles vont, bon, je schématise, hein, mais voir une lumière intense, incandescente, mais pas qui ne brûle pas les yeux, et en même temps très attirante, très chaleureuse, pleine d'amour. Elles vont rencontrer des fois des personnes de leur famille qui étaient décédées. Elles vont rencontrer un être de lumière. Elles vont aller dans des espaces qu'on peut même pas imaginer, où notre mental a du mal à se faire une idée de ce que c'est, et donc où le temps est complètement transformé. Elles sont dans un état de calme et de paix super, quoi. Donc à un moment, la personne va être ramenée, on va lui dire: «Il y a une limite, quoi. À partir de là, si tu restes maintenant, tu reviendras plus». Souvent d'ailleurs, on lui demande pas son avis, on la renvoie dans son corps physique, et donc l'expérience est une expérience extrêmement profonde, bouleversante, difficile à transmettre, parce que jusqu'à maintenant, c'était quand même pas des expériences qu'on écoutait de façon tranquille et: «Ah bon, tu as vécu ça? Waouh, c'est génial». Non, c'était quand même très délicat, donc pour pas, se mettre en état de de danger, d'être enfermée, je ne sais où, bah, elles préfèrent pas en parler. Et alors du coup, est-ce que vous pensez que tout le monde, hormis les EMI qu'on ne souhaite pas forcément, Alors du de coup, j'ai pas vivre. répondu à la question. Oui, mais on peut tous entrer dans des états de conscience élargis. Alors, bien sûr qu'il y a des techniques, thérapeutiques, notamment, qui existent, comme l'hypnose qui est très connue, maintenant. Avec l'hypnose, on peut entrer dans des états de conscience, plus grands, plus profonds aussi. On peut vraiment, aller au-delà en fait, vraiment, on va définir en disant que, c'est vraiment mettre en veille le mental pour accéder à d'autres perceptions qui sont peut-être, bloquées par le mental. Le filtre mental, en fait. Voilà, le filtre mental, et donc accéder soit des informations plus inconscientes, hein, profondes en nous, soit à des informations au-delà de ça, bien plus collectives aussi, d'un inconscient collectif, et cetera, et puis après, au-delà encore de ces strates-là, et donc bah, par exemple, l'hypnose, par exemple, l'EMDR. Quand on fait de l'EMDR en thérapie, la personne avec laquelle on travaille, elle entre dans un état de conscience, alors là, on va dire modifié, plus grand, mais modifié déjà. Voilà, l'hypnose, le MDR. Les personnes qui font de la méditation, par exemple, elles peuvent entrer dans des états, alors après tout dépend, de chacun et de sa pratique, et voilà, ça peut amener à évidemment à ces états-là, hein. La méditation où on va rester en présence, en conscience, en pleine conscience, en essayant de laisser le mental, se reposer, en fait. Plus il va être au repos et plus ça va pouvoir s'élargir, c'est un petit peu comme le génie qui sortirait de la bouteille, quoi, hein. Nous on La conscience, elle est dans la bouteille. Peut-être dans certaines expériences de création artistique aussi? Oui, tout à fait. La création artistique, elle va amener, dans une forme de transe. L'état de transe, ça va être un état justement où on n'a plus le mental, en action, et où on va rentrer dans ce qu'on appelle parfois aussi l'état de flow, F-L-O-W, ou le flux, qu'on trouve, dans une transe, quand on est en train de créer. Un artiste ou même un musicien sur scène, ça arrive qu'il soit dans des états de transe. Le chant,
le dessin, la peinture, la sculpture, la création, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, toute activité qui vous passionne, qui vous enthousiasme et dans laquelle on dit: «Je pourrais y passer des heures», c'est un peu un état, d'ouverture de conscience déjà, hein, un état où on n'est plus dans les ressassements, habituels du mental, même aller marcher en forêt à la limite pour certains. Il y a une technique aussi, très intéressante de respiration, donc les techniques de respiration qui peuvent aussi amener à des états de conscience, modifiés, élargis, c'est la respiration holotropique. Alors c'est le breathwork, travail avec la respiration ou dans une façon très particulière de respirer, avec un contexte, d'accompagnement. On va, ouvrir vraiment un état, inhabituel, plus large de notre conscience et on va pouvoir travailler parfois sur certains aspects, au niveau thérapeutique, mais pas toujours. Ça peut être aussi juste une exploration de sa conscience. Et la respiration holotropique, c'est quelque chose qui a été inventé, créé par Stan Grof, en fait, qui était un psychiatre, enfin qui vit toujours, hein, qui est aujourd'hui, je sais plus quel âge il a 90 ans ou plus, qui est un des pionniers, à avoir travaillé avec des substances psychédéliques, enfin lui, le LSD et la kétamine. Quand ça a été interdit, il a voulu continuer à travailler avec ces états élargis de la conscience et il a mis en place avec sa femme à l'époque, la respiration holotropique. Donc c'est quand même aussi une continuité, du travail avec les psychédéliques, qui sont des substances avec lesquelles effectivement là, on peut entrer en état de conscience élargi de façon, assez rapide. Bon alors il faut bien préciser que c'est quelque chose qui est interdit en France, on ne fait pas ce travail-là en France. Il faut aller dans des pays où c'est autorisé, mais c'est extrêmement intéressant de se rendre compte qu'à travers ces substances-là, on peut, aller vivre un état élargi de la conscience, de façon presque sûre. Quand je dis presque sûre, ça veut dire qu'on est sûr qu'on va y arriver. Peut-être plus facilement qu'en méditant. Voilà, exactement, voilà. C'est comme dit, Stéphane Schillinger, qui est un auteur, qui est aussi très, ouvert sur ces aspects-là des psychédéliques et Qui est interviewé dans votre livre et que voilà, j'ai c'est lui. interviewé sur le podcast, il y a quelques mois. Ah Donc voilà, bon bah super. vous pouvez retrouver son interview, sur son livre «La sagesse interdite» qui justement, rapporte, les nombreuses expériences, qui ont été faites avec les psychédéliques, depuis en fait plus de 2000 ans, voire 3000. Ouais, 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 même peut-être plus, hein, parce que si on parle des traditions, des peuples, 1ers, bon bah là, ça va loin, hein, peut-être même depuis le début de l'humanité, hein. Bon après c'est extrêmement intéressant d'aller là-dedans, mais bon là on n'est pas dans l'histoire, mais c'est vrai que ouais, ouais, c'est fascinant. Et alors vous, Marie-Odile, vous avez été également chanteuse lyrique avant d'être, psychologue et psychothérapeute. Est-ce que vous avez vécu des états de conscience modifiés ou élargis? En chantant? En chantant ou avec d'autres pratiques? Ou avec d'autres pratiques? Le chant pour moi, oui, c'est vraiment un état dans lequel, enfin une pratique à travers laquelle on peut entrer dans une forme de transe. Mais par contre, quand on fait du chant lyrique, c'est vrai qu'on est, sur scène et on a une technique particulière. C'est compliqué de lâcher et en même temps, il y a des moments de grâce. Voilà, on pourrait dire ça. Il y a des moments de grâce. C'est vrai qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais dans les possibilités d'entrer en conscience élargie, il y a parfois des gens, ils font rien du tout. Ils sont en train de se promener. J'ai encore eu un témoignage cette semaine, une personne qui m'a envoyé un petit témoignage parce qu'elle avait lu dans le livre et elle m'a dit: «Ah, j'ai enfin pu mettre des mots sur ce que j'ai vécu un jour» et elle m'a raconté qu'elle était à cheval et qu'elle se baladait à cheval et cetera, puis qu'à un moment, elle s'est sentie, connectée à tout ce qui l'entourait. C'était une chaleur incroyable, un amour merveilleux. Elle se sentait tellement bien et ça a duré quelques heures comme ça et ensuite ça a disparu et en fait après elle a essayé de retourner à l'endroit où elle s'était promenée mais c'est pas revenu. Donc c'est ce qu'on appelle des états de grâce spontanée, des états de connexion à la conscience, où on n'a rien fait. C'est vraiment pour ça qu'on appelle ça une grâce parce qu'il y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de volonté et donc moi j'ai vécu, des phénomènes, un peu étranges, si on peut parler de conscience élargie, je pense que oui, vraiment, notamment au moment de l'accouchement, qui est pour moi un état, où on est justement dans un état, on disait un état second. Moi je disais ça à l'époque. Je connaissais pas encore tout ça, hein, quand j'ai eu mes enfants assez jeunes et ma fille et mon fils, les 2 derniers, j'en ai 4 et les 2 derniers sont nés à la maison et donc pour le dernier,
Bah, j'étais dans mon jardin pendant les contractions et cetera et c'est vrai que là, j'étais déjà dans un état très détendu, enfin, c'était les contractions, mais il y avait quelque chose de très, silencieux, calme, enfin, comme s'il y avait, vraiment une sorte de petit cocon, qui se formait autour de moi et j'étais bien. Bon, au moment des contractions, c'est toujours un peu difficile, mais je sentais que ça allait, quoi et donc je marchais et à un moment dans le jardin, j'ai vu, ça fait toujours bizarre, hein, de dire ça, mais c'est vrai. J'ai vu, des silhouettes, lumineuses en rond, comme ça, comme un cercle. Je voyais pas vraiment des visages ou quoi, hein, mais en fait, sur le moment, ça me semblait tout à fait normal. Voilà, j'ai pas réfléchi, à ce qui se passait et c'est après quand mon fils était dans mes bras, tout ça, puis qu'il y a des amis qui sont venus, j'ai dit: «Mais j'ai vu un truc quand même très étrange, dans le jardin ce matin» et pour moi, c'était un peu un comité d'accueil. Comme si, il y avait des êtres qui accompagnaient la naissance, des êtres, pas visibles pour tout le monde et peut-être que dans cet état de conscience, élargi, je pouvais les voir et les voir, mais pas de façon super nette. Un peu comme les personnes peut-être qui ont la capacité, d'avoir une vision qui dépasse la vision, normale, hein, on pourrait dire une vision élargie, une clairvoyance, voilà, qui vont voir parfois des défunts qui sont dans les maisons et cetera. Il y a des personnes, hein, qui voient, ce genre de choses. Bon, alors là, c'était les silhouettes et ça faisait comité d'accueil et moi, ça m'a toujours passionnée, ces états de passage, de transition que sont, notamment la mort, hein. On a écrit sur la mort, avec Olivier Chambon, mais la mort, c'est un état de transition. C'est, justement le moment où la conscience va, maintenant s'élargir, se détacher de son identité, du corps biologique qui est quand même, un aspirateur, très, très fort, jusqu'à ce que ça relâche, en fait et que la conscience puisse enfin repartir, dans un état beaucoup plus large et beaucoup plus, léger, paisible. C'est difficile à décrire, hein. C'est souvent des états, indicibles, ineffables. C'est difficile à traduire après dans des mots parce que le mot, ça reste du mental et donc cet état-là, ce de l'accouchement, enfin au moment de l'accouchement, c'est vrai si on n'est pas perturbé par, tout ce qui est médical, et cetera, on peut se retrouver dans des états, de conscience élargie à ce moment-là. Donc c'est des phénomènes, périnataux et puis il y a les phénomènes périmortels, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de la mort, tout ce qui se passe autour de la naissance. Voilà, donc j'ai vécu ça. Sinon, dans ma vie, j'ai vécu, des expériences, psychédéliques, pas en France, mais voilà. Donc j'ai vécu des expériences psychédéliques et là vraiment ça a complètement, bouleversé ma vision de, ma réalité, de ma nature d'être, de la nature d'être de chacun de nous, de ce qu'est réellement, ce qui nous entoure, la connexion aussi à tout ce qui est nature, végétale, le végétal, l'animal, le minéral, des informations, incroyable, enfin incroyable dans le sens, où on sort complètement de nos perceptions habituelles et de nos façons de comprendre la réalité ou les réalités. Voilà et du coup, c'est vrai que ça, ces expériences-là, pour moi, ont été extrêmement, enseignantes. Oui, c'est un peu la question que j'allais vous poser, à quoi ça sert en fait de faire ce type d'expérience? Quel est l'intérêt? Oui, oui. Après, on a toujours besoin que ça serve à quelque chose. Déjà faire une expérience, faire une expérience et une expérience de conscience. Ce qu'on fait ici, déjà, dans notre état, d'humain, incarné, bien, dans son corps, c'est une expérience, extraordinaire. Du point de vue, de là où on est, quand on est dans les consciences, élargies. Imaginons qu'on est là et on va faire une expérience extraordinaire en venant s'incarner, ici. Souvent, on oublie que c'est une expérience extraordinaire d'être incarné. Exactement, on l'oublie et je trouve que c'est ça qui est génial. Par exemple, voilà à quoi ça peut servir, c'est de se rappeler qu'en fait, on est juste en train de vivre une expérience là, que la vie, c'est, d'un certain point de vue, voilà, du point de vue où le temps n'est pas du tout le même. Enfin, c'est un clin d'œil quoi. Bon, je suis avec, certaines personnes et puis je dis: «Bon bah je pars, cet après-midi, je vais me faire une petite incarnation puis je reviens». C'est un peu ça. Ah bon, j'exagère un peu là, mais il y a ça quand même à comprendre. En fait, voilà, pour moi, à quoi ça sert? D'abord, il y a des possibilités thérapeutiques. Alors ça, c'est intéressant.
pour aller pouvoir rencontrer des mémoires traumatiques, par exemple. Alors ça, c'est pas forcément la partie de plaisir, hein, mais ça peut être utile à ça, de pouvoir faire une réparation, une compréhension de certaines expériences, d'aller vivre l'émotionnel qui est bloqué. D'aller au-delà de l'émotionnel? Au-delà de l'émotionnel, mais en traversant l'émotionnel. C'est-à-dire que l'émotionnel, c'est des charges, électromagnétiques, les émotions. Donc c'est très important que chaque émotion qui a été générée par une expérience devra à un moment être vécue. Donc tant qu'à faire, autant quand on la rencontre, la vivre, la rentrer dedans, la laisser, s'exprimer à travers nous et puis, la ressentir et la laisser se libérer ensuite. Ça, c'est très thérapeutique. Donc, il y a cette utilité, thérapeutique qui va pouvoir aider, à ce moment-là d'agrandir peut-être la conscience mais au niveau du petit moi, de la petite conscience et de pouvoir, vivre de façon, le plus élargie aussi dans sa vie d'aujourd'hui, là, qui se passe maintenant et de façon, avec plus de compréhension aussi, avec plus de lâcher prise dans le sens de se détendre. Voilà, la vie, c'est une expérience et laissons faire les choses. Voilà, après utilité, faire des expériences de conscience élargies, c'est aussi être ce qu'on appelle un psychonaute, c'est-à-dire aller être un voyageur de sa propre conscience et d'aller, mieux se comprendre, se rencontrer, à des niveaux de soi, dont on n'a peut-être même pas conscience, en fait. Et ça c'est assez extraordinaire parce que quand on commence à entrer en relation avec soi, à ces niveaux-là, on va comprendre qu'en fait, on n'est pas réduit à notre personnalité. Notre personnalité, c'est comme dans un jeu vidéo, le petit personnage qui joue. On a besoin d'un personnage pour jouer dans le jeu vidéo, mais celui qui tient les manettes, c'est pas le personnage. Mais celui qui tient les manettes, c'est un joueur et il s'identifie au personnage dans le jeu. Et en fait, il a pas envie qu'il lui arrive des choses difficiles, donc mais en même temps, il explore et cetera. Donc c'est un peu comme si notre personnalité ici, c'est le personnage du jeu et c'est comme si aussi le personnage du jeu avait aussi une forme de liberté à dire, bah, écoute et puis qui donne un feedback de ce qui se passe dans le jeu à celui qui tient les manettes et dire: «Bah, là, non, ça, j'ai pas envie de vivre ça» ou «Ça, c'est un peu difficile» ou bien, et cetera. Donc il y a en fait, c'est la même chose, c'est la même conscience mais avec, le côté humain et puis le côté être, hein. On est des êtres humains et on pourrait dire qu'il y a cet aspect, grand être avec un grand E quoi et puis, l'humain, bah, qui vit sa vie d'humain, voilà, qui est une expérience. Oui, ça permet de prendre du recul sur ce qu'on vit en tant qu'humain au quotidien. Exactement, voilà. Bah, après on oublie, hein. Tout ce que je suis en train de dire là, dans ma vie de tous les jours, j'y pense pas toutes les secondes, hein. Et d'ailleurs ça fait du bien de se poser parfois pour, un peu sortir du jeu ou sortir du rêve qu'on est en train de faire. C'est comme si le jeu vidéo, c'était un rêve aussi et de se rappeler qu'en fait, c'est juste un jeu, même si parfois le jeu est terrible, parce qu'il y a des jeux terribles. On peut en sortir, on peut, et c'est ça aussi à quoi ça peut amener, ces expériences-là. Et des fois, il suffit d'en faire une. Les personnes qui ont fait une EMI, elles n'ont pas cherché forcément à en refaire ou bien à vivre des expériences de conscience élargie. Elles ont vécu ça et ça leur a suffi pour connecter des choses, pour, vraiment bouleverser complètement leur vision, hein. Donc justement, vous êtes psychologue et psychothérapeute, vous travaillez avec, le monde invisible de l'inconscient. Est-ce que vous, dans votre pratique, thérapeutique, vous utilisez les états de conscience élargis? Alors, j'utilise, les états de conscience élargis quand j'utilise le MDR, par exemple. Après, je ne fais pas d'accompagnement, par exemple, avec la respiration holotropique. Ça pourrait être une technique, il y a des psychologues que je connais qui font ce genre de choses, des super stages d'ailleurs, pas très loin de Lyon, là où je pratique. Les états de conscience élargis, en fait, dans ma pratique de psychologue, psychothérapeute, c'est le MDR. Voilà et puis la régulation émotionnelle qui est, plus une capacité naturelle que je transmets beaucoup à mes patients, qui est cette façon de rencontrer son émotion et de la laisser se vivre dans les sensations du corps, en fait. Hein, donc là, je le décris un peu rapidement, mais c'est quelque chose qui est un outil extrêmement précieux, pour pouvoir, confronter et vivre, tout ce qui se passe dans nos vies et des fois d'entrer, en profondeur et quand on fait de la régulation émotionnelle,
Il y a des personnes, quand on en fait ensemble, elles ont un peu cette capacité à se mettre en presque auto-hypnose, où elles vont rencontrer des images, du coup il y a des images qui vont arriver, euh, des perceptions plus intuitives, voilà. Hein. Et en fait, c'est vrai que le langage de l'intuition, c'est un langage qui est issu d'une conscience élargie. Je trouve que le langage intuitif, il est supérieur au langage mental. Le mental, c'est pas le même niveau. Et donc, on a des informations immédiates, des informations dont on ne sait pas d'où elles viennent, on sait pas. C'est toujours intéressant à suivre l'intuition. Voilà. Donc, sinon, non, j'utilise pas. Ce qui serait génial, moi, j'adorerais pouvoir utiliser les psychédéliques comme des outils d'accompagnement thérapeutique. Mais en France, on n'est pas du tout habilité à ça pour l'instant et c'est loin d'être le cas encore. Est-ce qu'on peut dire que les mondes invisibles font partie de l'inconscient? Non, je pense que les mondes invisibles, c'est bien au-delà. C'est bien l'inconscient, on ne sait pas trop ce que c'est l'inconscient, hein. Même si, on a bien sûr des références comme Freud, comme Jung, qui parlent de l'inconscient collectif et cetera. On parle parfois du subconscient. Qu'est-ce que c'est la différence? L'inconscient, est-ce que c'est pas juste, tout ce qui de nous n'est juste pas conscient? On pourrait dire non conscient. Et quand on va commencer à y mettre, de la lumière ou un regard, ça devient conscient. Les mondes invisibles, c'est bien au-delà de notre petit moi. L'inconscient, ça reste encore, une partie, de notre petit moi. Il peut y avoir des reliances d'inconscient à inconscient. Ça, c'est intéressant. Il y a peut-être que l'inconscient, il a cette fonction-là d'être une sorte de réseau, aussi qui connecte, justement l'inconscient collectif. C'est des connexions, des reliances entre tout le monde, où il peut y avoir d'ailleurs des reliances transgénérationnelles et parfois on va vivre des choses qui on comprend pas, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça appartient à quelqu'un de ma famille, un ancêtre, et ces liens-là sont fascinants, hein, c'est sûr. Voilà, donc les mondes invisibles, pour moi en tout cas, hein, comme je le perçois, c'est une infinité de multidimensions, de multiréalités, innombrables. Ça fait plus partie de juste ma petite perception, en tant que petit moi. Alors, à la fin de chaque entretien, vous avez demandé à la personne, avec qui vous aviez discuté, ce qu'était la conscience pour elle, et pour vous, après l'écriture de ce livre et ceux que vous avez déjà coécrits. Ouais, 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 c'est une grande question, hein, parce que c'est hyper difficile en réalité de décrire, de définir la conscience. Les grands philosophes, s'y sont attelés et on a des définitions, on a des perceptions. D'ailleurs, comme pour tout, je pense réellement que chacun de nous, est un créateur et a sa propre perception et sa propre définition de beaucoup de choses et notamment de qu'est-ce que la conscience. Alors dans ma perception actuelle et ma compréhension actuelle, hein, qui reste certainement très, 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 réduite encore, dans ce que je perçois, la conscience, en fait, déjà n'a pas de forme. C'est un état. Ça a pas de forme, ça a pas de c'est non local, quoi, on va dire. Il y a pas de temps et d'espace. La conscience, c'est comme un regard ou une présence. Une présence, voilà, ce serait le mot qui se rapprocherait le plus pour moi de ce qu'est la conscience, c'est une présence et peut-être à un niveau où la conscience est la seule chose qui soit, il y a même plus de conscience. Moi, je dirais presque la conscience unitaire, c'est la non-expérience. Il y a pas d'expérience et dès qu'il y a une expérience, c'est qu'il y a une division, en fait. Et qu'il y a quelque chose et puis autre chose en face et on peut relier, il peut y avoir une relation et ça y est, on commence à vivre des expériences. Mais à un autre niveau vraiment, où la conscience est tout, il se passe rien, en fait. C'est ça le paradoxe ultime, c'est-à-dire qu'au niveau de la conscience unitaire, il y a pas de conscience. Et du coup, comment concilier aussi le fait d'être dans un monde d'expérience, de matière, de séparation, d'identification, avec le fait de grandir en conscience et presque en présence et en êtreté? C'est-à-dire que c'est le dialogue entre les limites et l'infini et c'est ça qui est génial d'ailleurs. C'est-à-dire que pour permettre une expérience, il va falloir poser des limites. Il va falloir pouvoir, qu'il y ait une séparation déjà et puis donc une dualité, une relativité, puis, et puis aussi cette conscience, d'être tout en fait, alors on pourrait dire,
cette substance qui est tout, les matériaux, de tout et puis, la possibilité de la limiter, de la découper, de la réunifier, un peu comme une pâte à modeler, cosmique dans laquelle on va pouvoir expérimenter et en fait, nos expériences de la vie de tous les jours sont extrêmement précieuses parce qu'elles ont chacune une importance. Il faut vraiment, vraiment se dire que tout ce qu'on vit, là, par exemple, moi qui vous parle, vous qui m'écoutez, les questions qui arrivent, et cetera, tout ce qu'il y a autour de vous, c'est la conscience qui le vit. C'est une expérience de conscience. C'est pas on n'est pas séparés de la conscience. Donc en fait, à chaque fois que vous vivez quelque chose, que vous soyez triste, que vous soyez joyeuse, que vous soyez, tous les états possibles, impuissante, honteuse, coupable, sans tous ces sentiments, tout ce qu'on vit nous en tant qu'être humain, hein, dans l'expérience humaine, c'est des expériences de conscience qui amènent de l'information, à une conscience qui veut jouer, qui veut expérimenter. Ça veut dire qui veut vivre quelque chose de spécifique. Je sais pas, par exemple, ça peut être, mais vraiment, je vais vous dire un truc superficiel, genre, ce matin, je prends mon petit vernis à ongles, alors lequel couleur? Bleu? Allez hop, je mets du bleu et ça paraît complètement futile ça, mais ça, c'est une expérience de conscience et c'est magique. Parce que la conscience, elle est là. Waouh, c'est trop chou ce que tu es en train de faire là, c'est Ce extraordinaire. bleu est trop beau. Voilà, ce bleu est magnifique et oh là là, mais oh puis tu es trop chou comme ça en train de on est aimé à ce point-là. Moi, c'est des choses que j'ai ressenties et comprises, dans ces états de conscience élargie. C'est à quel point déjà on n'était pas seul. On se sent seul très souvent, hein, on se sent, vivre notre vie et cetera, mais c'est jamais le cas et c'est difficile de le décrire parce que quand je dis ça, c'est comme si j'étais déjà séparée et puis qu'il y a quelque chose qui m'aime. Mais en fait, c'est c'est une réunification des 2. C'est comme si j'étais les 2, quoi. Alors moi, il y a 2 questions que je pose, toujours à mes invités, à la fin de l'interview. C'est: à quoi aimeriez-vous que le futur ressemble? Le futur de l'humanité, parce que le futur, de quoi? C'est vrai que, si c'est Oui, celui de l'humanité. de mon de ma continuité, moi personnellement dans la continuité de ma conscience, qu'est-ce que j'aimerais continuer à explorer? J'aurais vraiment en fait, je me dis toujours quand je vais me réincarner parce que j'ai envie de revenir, hein, ça fait hurler, plein de gens parce qu'ils disent: «Ah mais non, si je peux ne pas revenir, je reviens pas». Et ce serait de développer par exemple, des techniques, pour pouvoir guérir les corps physiques, mais sans, les ouvrir, sans les opérer, vous voyez, et je suis certaine que ça existe déjà. Donc c'est comme si tu étais déjà connecté au futur, et que ça se passe avec des fréquences, que ce soit des fréquences lumineuses, des fréquences auditives et qu'on peut opérer, qu'on peut réharmoniser, qu'on peut, réparer, des tissus biologiques avec des fréquences et ça, j'en suis certaine et j'aurais envie de développer ça. Je sais pas comment, dans quelle vie, dans combien de temps, ni, voilà, ça c'est personnel. Mais après au niveau de l'humanité, pour moi l'humanité c'est comme une expérience en élaboration, en cours, avec une évolution. Je pense que ça c'est pas, ma seule, possibilité d'évolution. C'est-à-dire que c'est en commun, c'est un futur commun. Et c'est vrai que ce serait génial évidemment, mais comme tout le monde, enfin comme tout le monde peut-être pas d'ailleurs, mais j'aurais envie qu'il y ait plus d'harmonie, qu'il y ait plus d'égalité au niveau des moyens, pour chacun, qu'il y ait de la liberté de pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre, du moment qu'on ne fait pas, de mal à l'autre et de façon libre et riche et enthousiaste, en fonction de la spécificité de chacun et pas, des êtres humains standards qui pensent que la seule façon d'évoluer ou de vivre, c'est de réussir dans la vie en gagnant plein d'argent ou en je sais pas, en ayant, une famille, des enfants, une maison, un chien et voilà, la vie est belle. Ça, c'est tellement réduit comme vision. On peut adorer gagner de l'argent, c'est pas un problème, hein, mais il y a certains pour qui ils s'en foutent complètement, ils ont envie de vivre d'autres trucs. Il y a des gens qui ont envie voilà, qu'on puisse vraiment expérimenter, ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne envie, voilà, qu'il y ait plus de joie partagée, qu'on ait vraiment plus de ce sentiment de alors la guerre, c'est penser que l'autre est différent de moi et dans des états de conscience élargie, très souvent les messages, ils sont tout l'inverse. L'autre, c'est moi en fait. C'est moi en expérience, c'est la conscience en expérience à travers un autre, prisme
mais c'est pas différent de moi, c'est moi et tout ce que je vais faire à l'autre, finalement, c'est à moi que je le fais. Il y en a d'autres, hein, qui l'ont dit avant moi, mais Oui, mais c'est vrai que quand ça c'est fait toujours du bien de le expérimenté, répéter. c'est ça, c'est ça. Mais l'expérimenter, voilà, l'expérimenter, ouais, à un niveau collectif, peut-être ce serait ça, qui serait merveilleux, quoi. Voilà, et on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles et que justement l'obstacle numéro un, c'est une conscience réduite, une ignorance. Alors peut-être que progressivement, il y aura de plus en plus de personnes qui auront, la possibilité d'avoir des compréhensions plus fines, plus vraies surtout, parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans l'ignorance, hein. L'ignorance, on va croire à des choses, qui sont pas des vérités, quoi. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez des conseils pour vivre au mieux la période troublée que nous traversons? Alors oui, conseil, je sais pas, mais la période troublée que nous traversons, c'est une période chaotique, suivant un certain point de vue et puis, je pense vraiment, je crois que dans n'importe quel contexte, on peut vivre les choses, à travers, une vision, de créateur joyeuse, pas forcément, écrasée. Quand on se rappelle justement de qui on est vraiment et qu'on a ce pouvoir de création autour de nous. C'est-à-dire quand je dis pouvoir de création, c'est vraiment par nos pensées, par nos croyances, par notre connexion à qui on est profondément, donc de l'amour et vraiment de la connaissance. On peut, impacter, notre réalité à notre niveau personnel et je pense à des niveaux plus profonds aussi, comme si on venait vibrer quelque chose. Voilà, peut-être mon conseil, ce serait apporter dans le monde ce qu'on a envie d'y trouver. Si je veux vivre un monde, d'amour, bah, allez, j'y vais. Je vais essayer de donner de l'amour. Voilà. Je peux prendre cette décision-là, dans n'importe quelle situation. Ça, c'est notre liberté, hein. Merci beaucoup Marie-Odile. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette, magnifique recommandation. Bah, merci à vous en tout cas, c'était chouette. Si vous avez adoré ce podcast, partagez-le à vos amis, sur vos réseaux sociaux, où vous voulez. Et si les valeurs de ce podcast vous parlent, sacré, spiritualité hors de tout dogme et religion, ancrage, humour, vous êtes également bienvenus à rejoindre la communauté des Mystiques sans frontières sur Patreon et à faire un don mensuel ou ponctuel. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Sur Patreon, je vous propose le premier lundi du mois des cercles de mantras pour vibrer ensemble et pour vibrer haut, et le troisième lundi du mois, un espace de parole autour de vos expériences mystiques, loin des commentaires déplacés ou malveillants. Et je serai très heureuse de vous accueillir dans l'un ou l'autre de ces cercles, ou les deux. Ensemble, rallumons le feu sacré. Merci pour votre écoute et à très bientôt.